No One Radio. Connexion au No One univers établi. Début du débat. Bienvenue. L'idée de créer un site web en 2026, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'on connaissait. Non, c'est clair. Même il y a 5 ans, je veux dire. On ne parle plus vraiment de pages, mais d'expériences ultra rapides assistées par l'IA. Le paysage a complètement changé. Totalement. Et pour notre discussion aujourd'hui, on a un document, il est assez court, mais d'une densité assez incroyable. C'est une sorte de photographie, un instantané du dev web en 2026. Oui, un bon résumé de l'état de l'art. Exactement. Et notre mission, c'est de décortiquer ensemble les outils, les langages, qui d'après ce texte en tout cas, sont devenus incontournables. Et ça commence fort, avec la question qui semble tout agiter. Ah oui, le grand débat. Le grand débat. Est-ce qu'il faut encore tout miser sur JavaScript, ou est-ce que Python est en train de prendre les commandes avec l'IA ? C'est la question centrale. Alors allons-y, commençons par le commencement. Le document ouvre sur un titre qui est très clair, Le roi indétrônable JavaScript et TypeScript. C'est une affirmation forte. C'est une affirmation pour le moins audacieuse, oui. On entend parler de la fin de JavaScript depuis, une décennie. Et là, on le qualifie de roi. Qu'est-ce qui justifie encore ce statut en 2026 ? Ce qui est fascinant, c'est pas tant que JavaScript a survécu, c'est comment il s'est transformé. Sa mue a été radicale. D'accord. Et le point clé que le texte martèle, c'est que TypeScript, ce n'est plus une option. C'est la norme, le standard de fait. Et ça change tout. Ah oui, ça change absolument tout. On n'est plus dans une logique de on code et puis on verra bien s'il y a des bugs. Non. TypeScript, ça impose une rigueur, une discipline qui sécurise le code en amont. Avant même qu'il ne soit exécuté. Exactement. C'est une sorte d'assurance qualité qui est intégrée. Et sur les projets complexes d'aujourd'hui, c'est juste non négociable. D'accord, donc la robustesse, c'est un pilier. Mais l'autre, c'est la performance, j'imagine. Le document cite un nom très précis, Next.js 16. Oui, sur React 19. C'est ça. Et c'est présenté comme l'outil que tout le monde utilise pour des sites qui se chargent instantanément. C'est un peu le Graal du web, l'instantanéité. Le texte donne des indices sur la magie derrière ça. On entend parler de server components. Absolument. Et c'est le deuxième pilier qui maintient le roi sur son trône. La vitesse, c'est plus un bonus, c'est la base. Une attente fondamentale. D'accord. Ce que le document sous-entend, c'est que l'hégémonie de Next.js vient de son adoption très intelligente des React Server Components. C'est-à-dire, pour simplifier ? Pour faire simple, au lieu d'envoyer un énorme bloc de JavaScript au navigateur pour qu'il construise la page, le serveur fait une grosse partie du travail en amont. Il envoie au client des morceaux de page qui sont déjà presque prêts. Ah, je vois. Du coup, ça réduit drastiquement le temps de chargement perçu. Et Next.js a su intégrer ça si bien que pour beaucoup, c'est devenu la solution par défaut. C'est ce duo, la robustesse de TypeScript et cette performance, qui le rend si dur à détrôner. Mais on pourrait se dire qu'il y a une certaine fatigue dans cet écosystème, non ? On a vu émerger des challengers, sveltes, solides. Ils promettent plus de simplicité. Est-ce que le documentaire les ignore complètement ? Il ne les ignore pas, mais il les classe, disons, implicitement dans une autre catégorie. Ok. Le texte constate que, malgré leur qualité, l'inertie de l'écosystème React, la quantité d'entreprises qui ont investi dedans, la maturité de l'outillage autour de Next.js, tout ça lui donne une avance considérable. Donc ce n'est plus seulement une question de pure technologie. Non. La question en 2026, c'est quelle technologie a l'écosystème le plus solide pour construire, recruter et maintenir sur le long terme ? Et là-dessus, d'après notre source, le couple React-Next.js reste largement en tête. D'accord. Le roi a donc solidifié son royaume. Mais là où ça devient vraiment complexe, c'est que le document introduit un deuxième souverain. Sur un autre territoire. Exactement. Python, qualifié de star de l'IA, et le mot utilisé est très fort. Si une application intègre de l'IA, Python est obligatoire côté serveur. Ce n'est pas une suggestion. Non, c'est un impératif. Pourquoi ce ton si catégorique ? Il n'y a vraiment aucune autre solution viable ? Je pense à des choses en Go ou même Node.js pour des API. Le mot obligatoire est puissant, oui. Et c'est volontaire. Mais la raison, ce n'est pas parce que Python est le langage le plus rapide en soi. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas le cas. Sa force, sa vraie force, c'est qu'il est la langue maternelle de l'intelligence artificielle. La langue maternelle, j'aime bien l'image. Toutes les bibliothèques de recherche majeures, les TensorFlow, les PyTorch, sur lesquelles sont construits les grands modèles de langage, elles sont développées en Python.
Essayer de faire le pont avec un autre langage, c'est comme parler à un ingénieur via un mauvais traducteur, On perd des choses en route. qui permet de créer des API, des ponts de communication, avec une facilité et une performance déconcertantes, spécifiquement pour servir des modèles d'IA. Donc, en résumé, Python n'est pas obligatoire parce qu'il est le meilleur en tout? Il est obligatoire parce qu'il est le lien le plus direct, le plus naturel et le plus performant vers le cerveau de l'IA. Alors, si on devait prendre une image pour que ce soit bien concret, une voiture. JavaScript et TypeScript avec Next.js, ce serait la carrosserie, l'habitacle, le tableau de bord hyper réactif. Oui, tout ce que le conducteur voit et touche. Et Python, ce serait donc le cerveau de la conduite autonome, le système qui analyse les données des capteurs et qui prend les décisions. L'image est bonne, oui, mais je la pousserai même un peu plus loin. Allez-y. Python, ce n'est pas seulement le cerveau de la conduite autonome, c'est aussi l'ingénieur qui a conçu le moteur dans son bureau d'études et qui sait exactement comment parler aux machines-outils dans l'usine. Les machines-outils étant les modèles d'IA. Précisément, c'est cette double casquette, à la fois langage de haut niveau pour les scientifiques et pont direct vers la production qui le rend indispensable. Donc le document ne décrit pas une compétition. Il explique qu'en 2026, pour construire une voiture de pointe, il faut des spécialistes des deux et qu'ils collaborent parfaitement. Cette idée de collaboration est centrale. Mais vous l'avez dit, Python n'est pas le plus rapide en exécution pure. Et le document, lui, semble obsédé par la performance. C'est un fil rouge, oui. Et c'est là qu'il introduit un troisième acteur, un peu plus surprenant peut-être. REST. Le challenger de la performance. La note est laconique, on le voit partout cette année. Quel est son rôle dans ce trio? Alors là, la stratégie d'écrit devient vraiment subtile. Rust, il n'est ni le roi de l'interface, ni la star de l'IA. C'est le spécialiste des opérations spéciales. De la microchirurgie de code. C'est une excellente image. Le texte est très précis. Il dit que Rust est utilisé pour remplacer les vieux outils lents. Pensez à l'outillage de l'écosystème JavaScript lui-même. D'accord. Historiquement, des outils comme Webpack ou Babel, qui transforment et assemblent le code, étaient écrits en JavaScript. Et sur de très gros projets, ça pouvait devenir très très lent. Oui, je me souviens. Aujourd'hui, on voit des outils comme SWDC ou TurboPack. Ils sont écrits en Rust, ils font le même travail, mais 10, 20, parfois 100 fois plus vite. 100 fois plus vite. Oui, le rôle de Rust, ce n'est pas de construire toute l'application, c'est de réécrire les fondations, les parties critiques où chaque milliseconde compte. Et il le fait avec la double promesse citée dans le texte. Sécurité absolue et rapidité fulgurante. Attendez, si je comprends bien, l'architecture moderne qui est décrite ici, c'est une sorte de patchwork de spécialistes. C'est ça. On a JavaScript pour l'expérience utilisateur, Python comme interprète pour l'IA et Rust comme motoriste pour les tâches critiques. Mais ce n'est pas un cauchemar en termes de complexité, ça. C'est la question à millions. Est-ce qu'il faut maintenant être expert en 3 langages différents pour monter un projet .ts? Le document aborde ce coût de l'hyper-spécialisation. Il y répond, mais de manière indirecte et je trouve brillante. La complexité est bien réelle, et c'est justement cette complexité qui rend le dernier point du texte si pertinent. Il ne s'agit plus seulement d'une collaboration entre langages, Mais d'une nouvelle collaboration entre l'humain et la machine. Il y a cette phrase choc dans le document. Si tu n'utilises pas TypeScript avec un assistant comme Cursor ou Claude Code, tu es déjà en retard. ah oui, et ça déplace complètement le débat. La compétence, ce n'est plus seulement la maîtrise du langage, Non? c'est la capacité à l'utiliser avec un copilote IA. Exactement. C'est peut-être le changement de paradigme le plus profond décrit dans ce texte. L'acte de coder en 2026, ce n'est plus un monologue. C'est une conversation. C'est une conversation. Une collaboration à 3 volants. Le développeur qui a l'intention, l'IA qui suggère, qui complète, qui génère des blocs de code, et l'éditeur qui orchestre tout ça. Et ne pas utiliser ces outils, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est comme essayer de construire une cathédrale avec un marteau et un burin, alors que les concurrents ont des grues et des outils électriques. C'est un handicap volontaire. La première fois que j'ai vu un de ces outils générer 50 lignes de code complexes et parfaitement correctes à partir d'un simple commentaire, On comprend que les règles ont changé. on comprend. C'est à la fois exaltant et un peu vertigineux. La compétence clé, ça devient la capacité à poser les bonnes questions à l'IA et à guider cette collaboration. Alors si on fait le bilan de tout ça, le portrait du développement web en 2026, c'est celui d'une équipe de haute volée. Une équipe de spécialistes. On a JavaScript, le roi de l'interaction, rendu mature et sûr par TypeScript. On a Python, la diva de l'IA, la seule qui sait traduire la pensée des grands modèles. C'est ça.
Et on a Rust, l'ingénieur de l'ombre, qui optimise les fondations pour que tout aille à la vitesse de l'éclair. Et au-dessus de tout ça, le développeur, qui n'est plus un simple maçon, mais un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre assisté par son copilote IA. Exactement. Si on connecte tout ça à une vision plus large, l'idée qui émerge, c'est la fin des guerres de langage. Ce débat stérile pour savoir si un langage était universellement supérieur à un autre est révolu. On est dans une ère plus pragmatique. Oui, une ère de spécialisation. La bonne question n'est plus quel est le meilleur langage chez tel, mais quelle est la meilleure combinaison d'outils pour accomplir une tâche précise. On choisit le bon spécialiste pour la bonne mission et on s'assure qu'ils communiquent bien entre eux. Et pour conclure, une pensée pour prolonger la réflexion. Le document se concentre sur comment les humains utilisent ces langages pour construire avec l'IA. Oui. Mais que se passera-t-il à la prochaine étape, quand l'IA elle-même, pour répondre à un besoin, choisira et combinera ces langages de façon autonome? Ah, la suite logique. Un peu de JavaScript pour l'interface, une API Python pour la logique, un module Rust pour un calcul intensif. Le tout pour générer le code le plus optimal possible sans que l'humain n'ait à dicter l'architecture. Quel serait alors notre rôle, le rôle du développeur, dans ce futur-là? Merci d'avoir suivi ce débat sur No One Radio. Pour ne rien manquer de nos prochaines explorations technologiques, abonnez-vous et rejoignez le No One Univers. Laissez votre avis en commentaire, car ici, c'est votre vision du futur qui compte. À très vite pour une nouvelle immersion.